les listes SharePoint. Les listes SharePoint, c'est sympa, ça permet de stocker beaucoup d'informations, mais souvent l'utilisateur il souhaite mettre en avant certaines informations. Et pour ça, on va utiliser le JSON pour mettre les informations des colonnes, des vues, voire même maintenant dans les formulaires, on peut travailler avec du JSON, et voire même mettre en place des règles. Au niveau des cartes adaptatives, là, on va plus être sur notifier et interagir avec un utilisateur. Comment on va faire ça? Eh bien, on peut le faire avec des cartes adaptatives qui vont se publier sur des canaux, mais aussi, ces cartes adaptatives, elles vont pouvoir être envoyées directement dans une discussion. Et derrière, on va même pouvoir attendre une réponse de l'utilisateur sur un canal ou sur une discussion. On verra ça par la suite. Quels sont les intérêts, en tout cas, de mettre en place ces différents systèmes? Tout d'abord, un langage commun, c'est pour ça qu'on présente ça aujourd'hui, c'est le JSON. C'est facile à définir, facile à utiliser et c'est simple à mettre en place. Au niveau des listes Microsoft 365, le JSON, qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre de gagner en visibilité, en pertinence, et bien sûr, vous allez pouvoir mettre en place le design que vous souhaitez. En plus de ça, vous allez donner du sens aux représentations parce qu'une liste SharePoint standard, c'est bien, mais souvent, c'est pas suffisant parce que j'ai un champ, par exemple, booléen, et je veux le voir rapidement. Je veux pas qu'il y ait écrit oui ou non, je veux que ça soit coché ou décoché. Ça, maintenant, ça se met en place facilement, voire c'est automatique, je crois. Mais par exemple, sur une liste, sur une colonne de choix, en fonction du choix sélectionné, une couleur différente. Voilà, ou par exemple, lorsque j'ai une liste avec différentes dates, je veux que ça soit trié par ordre chronologique et que ça s'affiche sous forme d'une timeline, pardon. Ça, c'est possible de le mettre en place. Donc tout ça, ça va être des solutions simples et qui vont être visibles depuis différents endroits au sein de l'environnement Microsoft 365. Donc à la fois depuis SharePoint, depuis Microsoft List, mais aussi depuis Teams. Donc ça concerne les listes Microsoft 365. En ce qui concerne les cartes adaptatives, pareil, c'est du JSON, c'est facile à définir et facile à utiliser. Du coup, il n'y a qu'un seul schéma utilisable, hein. Je vous présenterai la documentation par la suite, et aucun code n'est nécessaire ou autorisé. On ne peut pas venir surcharger des Active Cards avec du code particulier. Et en fait, ce qui différencie principalement le JSON des listes SharePoint et des cartes adaptatives, c'est en fait les schémas. Il y a des schémas qui sont utilisés, qui sont différents et qu'on doit respecter. Le schéma des listes Microsoft 365, elle permet de mettre en place du style, des choses bien personnalisables, tandis que sur les cartes adaptatives, les schémas utilisés, ils permettent de mettre en avant des éléments, mais ceux-ci sont standards. Quand je parle d'éléments, je parle de mettre en place du texte, mettre en place un champ input, donc pour récupérer de l'information de type texte, de type date, etc. Donc là, on est vraiment limité, on est plus limité en tout cas au niveau du style. Donc au niveau du design, comme je l'ai dit, c'est automatiquement mis en forme en fonction du schéma que l'on utilise. Et c'est visible depuis tous les appareils. Je trouve que l'intérêt des Adaptive Cards aussi, c'est que c'est responsive. Donc que vous soyez sur votre mobile, sur votre tablette, sur votre ordinateur, vous allez pouvoir visualiser ça. Alors l'usage, il est un peu différent des Microsoft List. Les Adaptive Cards, elles vont venir sur vos boîtes mail, hein. Vous allez recevoir un mail qui contient une Adaptive Card ou depuis Teams, comme je l'ai évoqué au tout début, sur un canal ou sur une conversation. Voilà en ce qui concerne les intérêts. Si jamais vous avez des questions, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué au début, mais n'hésitez pas à nous mettre dans le fil de la discussion et on peut répondre en direct, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne le sommaire de cette présentation, donc on va vous faire un rappel standard sur ce qui est le JSON. On va présenter les Microsoft List, donc avec les différentes possibilités des Microsoft List. Avec Baptiste, on a déjà fait une session sur le JSON au sein des Microsoft List. On vous donnera le lien vers celle-ci. On ne va pas être aussi détaillé que lors de notre précédente session, mais on va reprendre certains concepts et on vous présentera aussi les nouveautés. Donc, on présentera les colonnes et les vues. Ça, c'est ce qui est standard et ce qu'on a déjà vu présenter lors de la dernière session. Mais entre-temps, il y a des nouveautés. On va vous présenter ici, c'est les groupes et aussi les formulaires. On va voir qu'avec le JSON, on va pouvoir customiser les formulaires SharePoint. Au niveau des cartes adaptatives, je vais vous montrer comment les mettre en place et comment les concevoir. Comment les mettre en place avec un outil qui est proposé,
et comment les mettre en place sur Outlook, mais aussi sur Teams, bien sûr, dans les deux cas. Et on terminera par une conclusion. Voilà, donc tout de suite, je vais laisser la parole à Baptiste qui va nous présenter du coup la notation JSON. Alors, donc, comme on a dit, le point commun un petit peu de la mise en forme et l'utilisation la mise en forme des listes et l'utilisation des adaptive cards, ça va être le point commun, ça va être l'utilisation de la notation JSON. Donc, on va refaire quelques mises au point rapides dessus. Et puis, comme l'a souligné Franck aussi, on a des schémas qui sont différents, donc on ne va pas rentrer dans le détail de toutes ces différences. Mais l'objectif, un petit peu, c'est de comprendre le lien entre JSON et puis le rendu, la personnalisation de la mise en forme ou alors la construction d'une adaptative card. Donc, un tout petit rappel, hein, le JSON, généralement, ça se présente sous cette forme-là. C'est un acronyme pour JavaScript Object Notation. Et puis, on va retrouver en fait un ensemble de clés-valeurs qui va nous permettre d'écrire des structures de données. Pour ceux qui connaissent le XML, voilà, c'est similaire, mais un peu moins complexe. On peut pas, il y a certaines limitations, on peut pas faire certaines choses. Mais voilà, c'est un format maintenant qui est assez répandu. Typiquement, là, si on voulait, par exemple, représenter l'événement d'aujourd'hui, on pourrait avoir ce genre de représentation avec le nom de l'événement, les speakers. Qu'est-ce qu'un speaker? Eh ben, il va avoir des noms, une compagnie, et puis par exemple une date et d'autres propriétés. Et puis on peut imbriquer différents types d'éléments euh, sous plusieurs niveaux. Donc là, c'est un rappel très succinct, mais voilà un petit peu à quoi ressemble du JSON. Donc pour faire le lien un petit peu entre rendu et comprendre la mécanique de construction entre JSON et rendu par exemple de HTML pour la mise en forme, on va faire un exercice assez simple. Imaginons que là, j'ai une colonne qui contient deux choix et parmi ces choix-là, j'ai notamment des sujets qui vont être urgents et j'aimerais bien un petit peu les mettre en avant, les customiser de manière simple. Donc ça veut dire mettre un fond rouge, avoir un petit icône. Donc là, c'est ce que vous voyez en le rendu. Ça, c'est le rendu souhaité. Si je décortique ça pour ceux qui sont familiers un petit peu avec les notions de blocs et de, d'encre HTML, on va retrouver, on souhaite vraiment simplement une div et deux spans. Et donc d'obtenir un peu ce genre d'HTML. Donc on va retrouver exactement, ça c'est la description du bloc que j'ai ici sous forme HTML. Donc on a un lien entre rendu HTML et puis après, ce qu'on peut voir, c'est comment on décrirait cette structure-là sous forme JSON. Et ben on retrouverait la div ici qui serait décrite à ce niveau-là, donc avec un lm type. Elle a une classe qui est particulière, on détaillera ça juste après. On va retrouver du coup les attributs, une partie qui décrit aussi les enfants de de cette div, et puis on va retrouver voilà, notre span qui est ici et le second qui est ici. Donc voilà, c'est juste un petit exercice pour comprendre la mécanique entre le lien entre le JSON, le HTML généré et le rendu général. On peut le travailler dans les deux sens. Donc imaginons que là, dans le cadre d'une colonne SharePoint, je veux faire ce type de mise de customisation, et ben, je peux redérouler cet exercice. Donc il y a un outil qui permet de le faire. Voilà, on ne détaille pas, mais il y a le lien dans cette présentation-là. Et puis on a toute une partie sur les liens utiles un peu plus loin. Donc voilà, ça c'est un tout petit rappel sur la notation JSON très, très simple, et puis un peu le lien entre pourquoi on utilise une structure JSON et quel est son lien avec le rendu. Donc là, on va plutôt attaquer la partie un peu plus costaud et un peu plus sympa, c'est comment ça se met en place en pratique. Donc, avant avant la mise en forme en mode avancé, on va dire, des listes, on va avoir déjà des possibilités de mettre en forme les listes SharePoint de manière assez simple.
Il y a déjà des templates qui sont préfaits. Pour cela, vous allez sur votre liste, vous sélectionnez la colonne que vous souhaitez mettre en forme, et puis vous avez déjà des choses qui sont prêtes à l'emploi. Donc je vais passer assez rapidement, c'est assez simple, et puis pour ceux qui ont l'habitude un petit peu d'utiliser ça, vous le retrouverez très facilement. On a la même chose, donc pour savoir, hein, on a la même chose pour les vues, donc c'est deux notions différentes. Il y a d'une part les colonnes, donc c'est vraiment sur un champ particulier, et puis la partie vue qui va permettre de retravailler un peu plus la présentation générale. Donc la même chose, il y a déjà des mises en forme déjà prêtes. Pardon. Juste, je vais demander à Thomas. Voilà, merci. Donc on va apporter juste un petit point d'attention spécifique pour la mise en forme des colonnes, c'est que la plupart des colonnes sont prises en compte actuellement, sauf quelques-unes. Donc si jamais vous voulez retravailler le nom des fichiers, la présentation de la colonne fill name et les labels de rétention, vous ne pouvez pas. Par contre, tous les autres types de colonnes sont accessibles. Et puis récemment, ils ont aussi ajouté les méthodes gérées qui n'étaient pas disponibles à la customisation. Maintenant, c'est possible de les utiliser. Donc globalement, ces contraintes, on va les retrouver autant dans la mise en forme de colonne que dans la mise en forme de vue. Voilà, ça c'est un tout petit rappel. Là, pour ce qui est, on va avoir un petit truc un peu plus visuel, là, c'est quand on veut passer dans la mise en forme avancée. Comment ça se passe, en fait, globalement? C'est que de la même manière que sur la mise en forme simple, vous vous rendez sur votre liste, et puis, pardon, sur votre colonne. Et puis, en fait, vous allez passer en mode avancé et ça va vous donner l'accès à un éditeur dans lequel vous pouvez spécifier votre mise en forme JSON. Donc, je ne vais pas spécialement m'étendre sur ce que vous voyez dans la partie JSON, mais c'est simple et rapide d'accès. On va juste un tout petit élément que j'ai déjà évoqué, c'est que globalement, on va retrouver toutes les blocs HTML qu'on utilise le plus souvent. Ça va être div spawn, les images SVG pass, donc ça c'est utilisable dans la customisation. Et puis généralement, comme j'ai dit, contenu, c'est soit directement du texte ou alors des enfants qui vont nous permettre d'imbriquer pas mal de blocs. C'est une propriété obligatoire, on peut pas avoir en fait si on a un bloc qui n'a pas d'element type, on va pas pouvoir mettre en forme quelque chose. Ensuite, on a dit que quand on travaille un peu, on génère du HTML, on va avoir des attributs, on va retrouver les attributs qui nous permettent de faire pas mal de choses, des icônes, des classes, des titles. Voilà, c'est globalement des attributs qu'on retrouve dans le langage HTML. Je vais passer assez rapidement dessus. Ça, c'est des classes qui sont disponibles et qui permettent de récupérer les termes, les couleurs du thème SharePoint. Donc ça, c'est pour garder un peu une cohérence au sein de la mise en forme par rapport au thème du site dans lequel vous vous trouvez. Je vais passer rapidement. On va voir aussi toute la partie style qui va nous permettre de travailler les divs et les différents blocs. Donc on peut s'amuser aussi pareil avec toutes ces propriétés de style là. Je vais passer rapidement dessus aussi. Et puis si on regarde un petit peu globalement ce que ça donne mis bout à bout, et bien là on va retrouver bien on va bien retrouver par exemple un format de colonne. Donc là, on est dans un schéma de formatage de colonne. On va retrouver globalement une div générale et puis on va retrouver dedans une première div avec un style particulier. On va utiliser margin, overflow. On va définir une taille. Et puis, on va même ajouter une classe. Là, c'est les classes que j'ai montrées juste avant. Donc voilà, ça c'est un peu pour la partie théorique. On va passer un petit peu à la pratique, montrer un peu comment ça se présente. Je vais peut-être le faire directement en live par la suite, mais globalement, voilà. Là, on a la même chose pour les vues. En fait, c'est la même technique, sauf que le schéma est un petit peu différent. Et puis, comment dire, le parcours est similaire. Donc, on va aller au niveau de la liste. Ici, c'est une liste sur laquelle on veut mettre en place en fait, une timeline qui contient ces informations-là. On va aller mettre en forme la liste.
Et puis, on va coller notre schéma JSON. Et ça va nous permettre de faire des rendus qui sont complètement différents et retravaillés et qui permettent de présenter un peu l'information de manière beaucoup plus sexy. Donc voilà un peu pour ce qui avait déjà été couvert dans une précédente formation. Donc là, je les représente vraiment très rapidement. Mais il y aura le lien dans la présentation. Nous, on va s'intéresser un petit peu plus aux nouveautés et ça nous permettra aussi de mettre un peu plus le nez dans le JSON. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, et sur le point sur lequel on veut insister un petit peu, c'est sur les vues de liste et comment on va utiliser en fait les nouvelles propriétés, les nouvelles possibilités du schéma pour présenter de l'information de manière plus intéressante. Donc, au niveau du formatage en fait, et des vues de liste, on va avoir des éléments qui sont très intéressants, c'est group props. Alors, je sais pas, je pense que la plupart d'entre vous utilisez déjà ça, hein, mais c'est comme dans beaucoup d'outils, on cherche généralement à grouper des informations. Là, je vais prendre un exemple simple. Si j'ai dans une liste SharePoint plein de demandes qui sont issues de certains demandeurs, j'aimerais bien voir globalement, moi j'ai fait 10 demandes, j'aimerais bien pouvoir voir mes 10 demandes et regrouper ces demandes-là. Donc il y a la possibilité dans une liste de SharePoint de regrouper basiquement les 10 demandes que j'ai fait en groupant par une colonne. Et donc, en fait, ce qui va être intéressant maintenant, c'est qu'on peut customiser en fait ce groupement. C'est qu'on va pouvoir ajouter des choses et travailler ce groupement. Et notamment, on va pouvoir travailler le header de ce groupement et le footer. Donc là, ça paraît un petit peu abstrait quand je le présente, mais vous allez très vite voir ce que ça permet de faire en termes visuels. Et puis, il y a une petite nouveauté aussi, c'est quand on groupe des colonnes, on va avoir des agrégations. Typiquement, dans mes demandes de déplacement, je vais avoir, je sais pas, j'ai besoin en fait de dormir dans des hôtels et je vais ajouter le prix de la nuit d'hôtel. Je vais ajouter aussi parce que j'ai besoin de me déplacer le prix des transports. Si je regroupe mes demandes, et ben, et que je veux faire un peu la somme ou la moyenne ou avoir certaines informations sur ces coûts, et ben, je vais avoir des informations, mais elles ne sont pas forcément présentées de la meilleure des manières et puis pas très pratiques. Donc moi, je vais chercher à les mettre en avant. Et en fait, c'est ce qu'on a appelé les agrégats ou les totaux. Et on a deux propriétés qui sont colonne aggregate et aggregate qui vont nous permettre d'exploiter et d'afficher en fait ces informations-là. Donc ça paraît peut-être un petit peu vague en parlant comme ça avec juste des mots et un schéma JSON. On va tout de suite passer un peu plus à la démo et ça va vous donner un petit peu plus de lien entre le visuel et ces propriétés-là. Ok, j'en profite pour te dire qu'on est à 20 minutes. Je ne vois toujours pas de questions dans le chat, donc vous n'hésitez pas à l'utiliser pour intervenir. Donc, il y aura peut-être plus de questions pendant la démo, ce que je comprendrai. Alors, on va tout de suite partir plus sur la partie. Alors, voilà, typiquement ce dont je parlais en fait. On va revenir un petit peu. Ce qu'on a comme vue en règle générale, donc là c'est une liste qui s'appelle demande de déplacement. Ce qu'on connaît un peu tous, c'est ce genre d'affichage. C'est même pas celui-là, pardon. Je cherchais celui-ci où on va retrouver toutes nos demandes. Bon, il y a un petit ajout déjà de la part de SharePoint qui nous permet d'avoir des totaux, et en fait c'est ça qu'on va exploiter par la suite. Mais là, typiquement, bon là j'ai que 3 demandes, donc c'est facilement, on va dire, lisible. Mais si j'ai 40, 50 demandes de 10 demandeurs différents, forcément ça va être un petit peu embêtant de parcourir ces différentes demandes pour récupérer de l'information. Et nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est à mettre en avant et de manière plus pertinente les informations. Donc ce qu'on peut faire avec la mise en forme, c'est de travailler un peu l'affichage et d'avoir ce type d'information directement dans la liste. Donc qu'est-ce qu'on a fait là?
déjà, on a retravaillé un petit peu le groupement pour avoir de l'information qui est visuellement un peu plus sexy et puis qui nous présente de l'information complémentaire. Certes, on a le demandeur, on a groupé en fait là par les demandeurs, donc vous retrouvez là Alex et Baptiste. Donc on va retrouver le demandeur un peu sous forme différente. Et puis on va, par exemple, moi j'ai besoin de savoir rapidement pour chaque demandeur combien il y a de demandes en attente. Et donc en retravaillant l'affichage, eh ben, je peux obtenir ce genre d'informations. Et puis je vais très rapidement avoir la moyenne des coûts d'avion ou des coûts d'hôtel associés. Donc déjà par rapport à ce qu'on a dans la précédente vue sans trop de mise en forme, c'est déjà plus parlant et réorganisé autrement. Et ça nous permet en 3 coups d'œil de voir ce qu'on a envie de voir. Et comment ça se passe? Bah, c'est assez simple. Là, je vais regarder la partie mise en forme de la vue. Et on va retrouver notre partie JSON. Donc là, je vais juste, pour un souci et pour vous montrer aussi un peu que ça soit plus lisible, un outil, on va passer sur Visual Studio Code. Il y a un petit outil qui est super sympa, c'est dans les liens utiles, mais qui s'appelle SP Formateur, qui nous permet d'avoir en fait un lien directement entre ce format JSON-là et l'éditeur-là, sans avoir à chaque fois copier-coller. Dès qu'on va faire une modif au niveau de Visual Studio, on va la répercuter dans le visuel. Donc, juste pour s'attarder un petit peu plus, on va retrouver ici notre fameux groupe props. Donc, qu'est-ce que le groupe props? En fait, ça va nous permettre d'accéder aux propriétés du groupement. Là, on a groupé par demandeur. Donc, typiquement, ici, je vais avoir accès à des informations qui vont être liées au demandeur. Ça va être le Magic Word, Magic Text Group, qui va nous permettre, par exemple, ici, j'ai une première div qui va me présenter en fait le petit bloc bleu. Et dans ce bloc bleu-là, j'ai voulu mettre une image. Dans cette image-là, je voulais l'image de l'utilisateur. Donc, je vais utiliser l'email de l'utilisateur pour le retrouver. Et puis, je vais afficher son nom. Je vais pouvoir utiliser le champ title. Donc, en Juste, fonction. je te coupe 2 secondes. Peut-être Ouais, l'écran est un peu petit à la visualisation. J'ai d'accord. l'impression. Donc, est-ce que c'est mieux comme ça ou pas du tout? Ou alors faut zoomer? Ouais, je pense qu'il faut zoomer. Ça reste très petit. Ouais. Poser la question justement aux gens qui sont présents. Je pense qu'ils ont la même visu que moi. Autrement, on va juste. On va partager sur le deuxième écran, ce sera peut-être plus simple. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est un peu mieux, hein, j'ai l'impression. Si tout le monde peut confirmer, ça serait bien. Ok, je pense que ce sera plus facile comme ça. Ouais, Donc, c'est cool. Bon, c'est cool. On a des super, bonnes réactions. super. Et donc globalement, en fait, là, dans Group Props, on va avoir accès à un mot magique qui s'appelle groupe, qui nous permet d'accéder en fait aux données du champ par lequel on a groupé. En fonction du type de champ par lequel on a groupé, on va avoir plus ou moins d'informations. Là, c'est un champ de type utilisateur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut avoir accès à l'email, au titre et à 2, 3 petites autres informations. Donc ça, je vous invite à regarder la doc. Et donc ça nous permet une chose, c'est de retravailler la partie header. Donc je vais switcher aussi cette chose-là, de retravailler et hop là, de retravailler la partie header et d'ajouter de l'information. Et puis on va avoir ce qui est agrégation. Donc c'est typiquement, alors hop. Là, on veut savoir le nombre d'approbations qui sont en cours pour un demandeur. Donc là, si on listait si j'en avais 10 et que j'en ai 5 ou 6 en cours, et ben en fait, j'ai besoin d'avoir le nombre total d'approbations qui sont pas validées ou qui sont en attente. Et donc, on va utiliser pour cela les agrégations. C'est la petite colonne totale tout à l'heure qu'on a vue. Et donc, ça nous permet de retravailler un petit peu. Donc là, typiquement, si j'explique un petit peu la règle et pourquoi on obtient en attente pour une demande, en fait, je vérifie que pour tous les agrégations que j'ai cochées, donc les agrégations que j'ai cochées, en fait, je vais les montrer, hein, mais
Là, en fait, on a c'est ici où on peut cocher ou pas les agrégations dans la vue. Donc ici, par approuvé, on va obtenir un nombre. Pour la compagnie aérienne, ici, on va obtenir, c'est pas compagnie aérienne, pardon, c'est coût de l'hôtel. On va avoir une somme pour avoir la somme de tous les, de tous les, de tous mes déplacements, de toutes mes nuits à l'hôtel. Et puis, par exemple, pour les avions, on va avoir accès à d'autres types d'agrégations qui vont être moyenne, maximum, somme, etc. Donc, tout ça pour dire que là, j'ai 3 agrégations. Donc, c'est ce qu'on va retrouver ici. C'est comme une liste en fait d'agrégations. C'est le mot magique aggregate. Et en fait, pour chaque agrégation, bah, je vais pouvoir l'exploiter. Moi, ici, il y en avait qu'une qui m'intéressait parmi les 3. C'était la partie approuvée. Donc, c'est pour ça que j'ai une première règle qui me permet d'afficher ou pas en fait la petite partie qu'on a vue juste ici en attente pour une demande. Donc là, je vois que ici, j'ai calculé en fait que j'ai une attente, une demande en attente, et donc j'affiche la colonne. Donc ça, c'est un exemple. Je vais pas forcément expliquer plus la formule, mais je sais que dans ce groupe-là, en fait, j'ai 2 demandes et que j'ai une valeur en attente, et donc je vais l'afficher, et puis ensuite, je vais calculer le reste. Et une autre chose qui est super importante, c'est la partie, footer. Donc, un autre point qu'on peut retravailler, c'est cette partie-là qu'on voit ici, sur laquelle on peut apporter de la customisation, mettre des couleurs en fonction de certes, par exemple, des seuils, etc. Et donc, alors, pardon, je vais vous montrer 2 choses. C'est ici. Voilà, on peut utiliser les mêmes agrégations, mais au lieu d'avoir l'agrégation via le mot aggregate, on l'a vers colonne aggregate. Donc c'est l'agrégation de toute la colonne. Voilà, juste ici, là. Donc ça, c'est le footer qu'on voit, donc on ne le cache pas. Et puis on va avoir avec colonne aggregate, en fonction du type, on va afficher la valeur. Donc là, c'est pour ça que vous voyez la somme à 5000. Mais si jamais je changeais le type d'agrégation et que je mettais le maximum, ici, l'agrégation a changé, donc l'information qui est affichée est la même, et donc le maximum de la colonne, c'est 5000. Et on peut retravailler et choisir le bon agrégat qui nous intéresse, et puis le retravailler visuellement. Donc, typiquement, là, je ne sais pas si j'avais une moyenne qui ne devait pas dépasser 500, je pourrais très rapidement afficher en rouge si l'agrégat dépasse 500. Donc ça nous permet de retravailler un petit peu la mise en forme. Et puis on a un footer global qu'on a pour l'instant caché, mais que je vais juste montrer. Et là, c'est pour aussi vous montrer que là, le Visual Studio Code, et avec le petit outil en plus, c'est super pratique. Je ne sais pas si vous avez vu directement la modification, mais on va avoir aussi la possibilité d'ajouter un footer global à la vue. Donc là, j'ai été travaillé jusqu'à maintenant sur les groupes, et puis là, c'est plus sur la vue. Et donc, je vais avoir la moyenne des coûts sur toute la vue. Et on peut, pareil, accéder à l'agrégation de la colonne avec le même mot-clé. Je vais peut-être switcher d'écran. Juste. Donc là, juste pour revenir à le lien, donc on a manipulé les groupes. Dans les groupes, on avait accès à un leader et un footer qu'on a pu retravailler. Et puis, on a utilisé les agrégats. Voilà. Donc ça, c'était un exemple. Et c'est les nouveautés. C'est les nouveautés qui ont été ajoutées, qui nous permettent vraiment d'exploiter un petit peu plus d'informations et de les présenter plus sympa.
Juste pour un dernier élément qui est super important et qui est sympa aussi, qui a été ajouté, c'est les formulaires. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les formulaires? On va retrouver de la même manière, hein, de manière similaire, on va retrouver les en-têtes, le corps, le pied de formulaire et les champs d'affichage. Globalement, ça va se présenter. Alors, si tout le monde a en tête un petit peu la tête d'un formulaire SharePoint, c'est pas forcément sexy. Les seuls moyens qu'on avait de customiser un petit peu ça en mode no code, c'était d'utiliser le Power Apps. Et bien maintenant, en fait, avec le format JSON, on a la possibilité aussi de retravailler un petit peu ça. Donc, juste pour refaire un lien, ici, on va retrouver le header du formulaire. On va retrouver ensuite le corps. Et puis ensuite, on peut travailler aussi l'affichage conditionnel au niveau des champs. Donc, je vais être assez rapide sur la démo. On va se rendre juste sur itinéraire de l'événement. Et comment je peux mettre en fait en place de la mise en forme et de la configuration du formulaire. Si je veux faire de la mise en forme conditionnelle au niveau des colonnes, je vais aller dans modifier les colonnes et en fait, je vais activer ici à ce niveau-là les formules conditionnelles. Donc ici, par exemple, le temps que j'ai pas d'information dans le champ, en fait, je vais cacher ce champ-là. Si j'enlève cette mise en forme conditionnelle ou j'inverse, il va s'afficher. Bon, c'est pas le but. Du coup, c'est juste pour dire qu'on peut ajouter des liens et pour la visibilité des champs. Et c'est assez sympa. Pour tout ce qui est mise en forme avec le JSON, on va aller plutôt dans configurer la disposition. Et là, on retrouve exactement le même type quasiment le même type de schéma et on va pouvoir l'appliquer à l'entête, le corps ou le pied de page. Donc, on va pouvoir revenir travailler tout ça. Et comment ça se présente? C'est simple. Là, j'ai besoin de certaines informations avant que ça se mette en place. Typiquement, là, juste en rentrant le nom de la session et en retravaillant, en rentrant différentes informations, là, on a toute la partie header qui va se mettre à jour et qui va être retravaillée. Et tout de suite, je vais pouvoir revisualiser le nom de la session, la description, assez facilement et de manière beaucoup plus sympa, alors que de lire chaque champ. Donc voilà un petit peu ce que ça donne sur un événement déjà rempli. Voilà ce que ça peut rendre. Donc juste en mettant voilà, du formulaire en forme grâce à JSON, la partie header. Et donc, juste pour revenir, toute la partie détail de mise en forme des vues et des listes, des vues et des colonnes, on a fait une précédente présentation, le lien ici. Et puis, il y a des exemples aussi de la communauté. Je vous invite fortement à les regarder, c'est inspirant, il y a toujours des nouveaux exemples, c'est vraiment top. Voilà pour la partie mise en forme des listes Microsoft. Yes, c'est maintenant du coup, on va passer aux cartes adaptatives et je vais vous expliquer comment les partager, comment notifier les utilisateurs et comment aussi interagir. Donc, par exemple, envoyer une question, avoir une réponse et en fonction de ça, votre réponse, vous allez pouvoir la stocker pour enrichir, je ne sais pas, une liste SharePoint ou pour provoquer des actions derrière, l'envoi d'un formulaire, l'envoi d'un mail. On va voir tout ça. Hop. Donc, comment ça se passe pour concevoir une carte adaptative? Pour ça, vous avez un site qui existe. Je vous donnerai le lien. Et ce site, il est vraiment pratique parce qu'il va vous permettre à la fois de rentrer vos données. Donc, les données que vous souhaitez mettre en place dans la carte adaptative, vous la mettez en place dans l'onglet en bas à droite. Ne vous inquiétez pas, juste après, je ferai une démo avec vous pour créer une carte adaptative. Donc, les données sont rentrées. Ensuite, on passe aux éléments que l'on peut ajouter dans le rendu. C'est tous les éléments qui sont sur cette partie gauche. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a des images, il y a du texte, il y a des inputs. Donc, on peut demander à ce que l'utilisateur renseigne du texte, une date, du temps. Et juste à sa droite, on voit le rendu. Alors, c'est assez simple. Pour mettre des éléments du coup dans le rendu, il suffit de le prendre, de le cliquer et de le déposer à l'endroit où on veut le mettre dans le rendu. Ensuite, une fois que c'est déposé dedans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur la partie droite, ici, on peut observer la structure.
ou l'architecture de la carte. Donc finalement, c'est comment elle est constituée. J'ai une carte adaptative, un text bloc, 3 colonnes qui contiennent voilà, une image. On voit l'image au-dessus, ensuite le nom de la personne, etc. Donc tout ça, on peut le décomposer de façon assez simple et c'est compréhensible, je trouve, en tout cas quand on prend l'habitude de les utiliser. Et sur la partie droite, sur chaque élément, donc sur chaque élément sélectionné ici, on peut les sélectionner à ce niveau-là et derrière, on va régler les propriétés de chaque élément. Donc par exemple, si c'est du texte ou si c'est l'image, eh ben, on va dire l'image finalement à quel élément ou à quelle data ici qu'on a renseigné ici, elle fait référence. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails. Juste après, je fais un exemple avec vous. Je pense que ça sera plus parlant à ce moment-là. Mais en tout cas, on est beaucoup aidé et c'est simple à mettre en place. On est vraiment sur du low-code et on oublie la partie de développement. Et en petit 5, une fois qu'on a tout mis en place, ici, en bas à gauche, on obtient le résultat. Donc, c'est ce qu'on va prendre et ce qu'on va pouvoir, finalement, ce qui va être utilisé. Les parties en bas à droite et en bas à gauche, c'est vraiment le résultat final. Tandis que la partie supérieure qui est ici, c'est vraiment là pour nous aider à constituer notre adaptive card. Il y a une documentation. Si jamais vous avez des doutes sur un des éléments, une documentation existe et ça vous donne toutes les propriétés de chacun des éléments qu'il existe. Je vais la parcourir avec vous. Et en plus de ça, sur chacun des blocs, vous avez des exemples. Donc là, j'ai pris image. C'est tout ce qu'on peut paramétrer et configurer sur l'image et le résultat qui est ici. Voilà, donc tout de suite, je vais passer à la démonstration et je vais vous montrer comment mettre en place notre première carte adaptative. Donc, je retourne sur le site. Donc voilà, ce site, il se présente sous cette forme-là directement. C'est adaptivecard.io/designer. Et c'est grâce à ça que je vais faire mon adaptive card. Alors, ce que je vous conseille, c'est toujours partir d'une adaptive card existante. C'est toujours plus simple et ça vous évite d'essayer de tout constituer. Et surtout qu'il y a des exemples qui sont assez sympas. Voilà, je ne sais pas si c'est un billet d'avion que vous souhaitez mettre en place, donc ça va peut-être être rarement le cas, mais s'il faut faire un choix, si vous souhaitez mettre en avant des photos, si vous souhaitez mettre en place un formulaire. Moi, dans mon cas, en tout cas, ce que je souhaite mettre en avant, c'est le résultat d'un match de foot. Du coup, je vais me servir de cet élément-là. Mais regardez, il y en a plein d'autres. Donc, inspirez-vous-en, je trouve que c'est là pour ça. Donc, je sélectionne finalement mon match de foot. Dans un premier temps, je vais choisir comment il se met en place. Donc la date, ça me convient. Ici, moi, peut-être que j'ai pas le besoin, en tout cas, de spécifier si c'est une finale, un quart de finale. Donc, pour l'enlever, en fait, je le sélectionne et je clique sur la petite croix. Vous voyez qu'automatiquement, ici, ma structure, elle s'est mise à jour. Si jamais je voulais ajouter quelque chose d'autre, eh ben, je prends le bloc et je le déplace au bon endroit. Voilà. Et derrière, je vais pouvoir mettre des blocs comme ça, assez simplement. Donc là, dans mon cas, c'est bon, c'est bien constitué. Maintenant, ce que je souhaite, c'est avoir un rendu qui convient à mes attentes. En tout cas, ici, j'ai des valeurs en JSON et on va voir qu'en fonction de ces valeurs d'entrée, donc nos données, ça se met en forme. Alors, j'ai quand même préparé quelque chose. Au niveau de Visual Code, j'ai juste préparé un bout de... Bon, je ne le trouve plus. Je l'ai peut-être sauvegardé sur mon bureau. Hop. Non, ça doit être Data Foot. Voilà, j'ai un petit bout de code JSON que je vais mettre en place ici. Hop. Voilà, donc je viens de le coller et on voit que certaines des données étaient déjà mappées à un des champs. Donc si je prends le champ date, vous voyez qu'ici le champ date, il est mappé avec ma data start date qui est ici, start date. Cette valeur-là qui est le score finalement, c'est homepoint-awaypoint. Donc homepoint qui est là, awaypoint qui est là. Ensuite, ce que je veux, c'est le nom des équipes. Bon, là, c'est pas bindé. Du coup, ce que je vais faire, c'est le binder en direct avec vous pour vous montrer que c'est vraiment simple de manipuler les propriétés. Les propriétés, vous pouvez les changer ici directement. Et si jamais ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez, et bien, tout simplement ici, moi, je veux que ça soit l'équipe à domicile, donc home team, et ici, l'équipe extérieure. Donc, je la map à away team. Ensuite, j'aimerais bien aussi avoir les drapeaux. Ici, j'ai spécifié l'URL vers les drapeaux et je n'ai qu'à, comme précédemment, préciser le lien vers le bon drapeau. Donc, home image et ici, away image. Et vous voyez que là, en très peu de temps, j'ai déjà le rendu. Alors ici, vous allez me dire que toutes mes données, elles sont dures. Donc oui, c'est le cas. Mais par contre, à l'avenir,
vous allez pouvoir ici avoir des choses dynamiques. Ça va être dynamique à ce niveau-là et ça va directement se mettre en forme dans votre data card. Donc ça, je vais le montrer par la suite et je vais vous expliquer comment le mettre en place. Là, on est vraiment sur la conception. Donc là, j'ai terminé ma conception. J'ai le JSON d'entrée et ici, le JSON de sortie. Donc, j'ai qu'à le copier et le coller pour le réutiliser. Voilà, on est sur la partie conception. Si jamais vous avez des options, des choses pour aller plus loin, voir tout ce qu'il est possible de faire, n'hésitez pas à cliquer sur la documentation. Et sur la documentation, hop, vous devez avoir dans le schéma Explorer, vous avez tout ce qu'il est possible de faire. Donc, n'hésitez pas à parcourir tout ça. Par exemple, si vous souhaitez cacher certains éléments ou voir certains éléments en cliquant sur un bouton, c'est possible. Vous pouvez jouer sur la visibilité aussi de certains éléments. Voilà, quand je clique ici, j'ai une image. Quand je clique ici, j'en ai une autre. Là, ça les cache. Là, j'en vois deux. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ce qu'il est possible de mettre en place comme élément et ses propriétés, en tout cas, ses options finalement. Chaque élément a des options. Donc, je vous invite à les parcourir. Par exemple, là, sur du input text, on peut dire est-ce que c'est du multiligne ou pas. Donc, voilà toutes les rendus possibles sur un input text. Sur les numbers, on peut même spécifier le minimum ou le maximum, etc. Donc, il y a plein d'options et je vous invite à les parcourir. Bon, là, on voit que number, c'est pas... Hop, voilà. Là, c'est bon, j'ai bien cliqué. Et c'est 3, 4, 5. Je peux le régler aussi comme ça. Il y a un minimum, un maximum. Et quand je clique sur... Ouais, là, il n'en veut pas parce que le maximum, c'est 10. Et si je mets 5, on va voir que là, hop, c'est bon. Voilà sur la création d'un élément. Maintenant, je vais passer à la mise en place. Comment le mettre en place? Parce que c'est vrai que c'est bien, je vous ai montré que c'est simple à réaliser, à concevoir, mais où est-ce qu'on va l'utiliser et comment? Pour le mettre en place, on va utiliser Power Automate. Power Automate, c'est constitué de triggers, ce qu'on appelle des déclencheurs. Ces déclencheurs, ils peuvent être automatiques, manuels ou planifiés. Donc ça, c'est à vous de le définir. Ça dépend de quel est comment il va se déclencher. Et après, des blocs actions. Nous, on va pouvoir mettre en place des Adaptive Cards dans des blocs actions avec des connecteurs, le connecteur Microsoft Teams ou le connecteur Outlook, Office 365 Outlook. Donc là, je vous ai sélectionné les blocs qui vont permettre de mettre en place des Adaptive Cards au sein de Teams et au sein d'Outlook. Alors, sur Teams, il y a tout ceci. À chaque fois, vous avez ces cartes adaptatives. En fait, publier la carte adaptative dans une conversation instantanée ou un canal. Donc ça, je vous l'ai dit au début de la présentation que c'était possible de le faire. Vous publiez votre carte adaptative, mais après, il y a deux autres options. C'est soit vous publiez la carte adaptative en votre nom, avec votre connecteur, soit vous le publiez avec ce qu'on appelle un flow, avec le flow standard. Là, par exemple, c'est dans ce cas-là, publiez votre propre carte adaptative en tant que bot flow à un utilisateur. Ça signifie que, par exemple, je peux envoyer un message à Baptiste et il va recevoir un message non pas de Franck Catino, mais d'un bot flow qui va lui notifier de l'information ou qui va lui demander d'interagir avec mon Adaptive Card. Donc là-dessus, quand vous poussez une Adaptive Card, vous pouvez le faire avec deux profils différents. Soit le Flowbot, qui, on va dire, vous poussez de façon anonyme, soit avec votre profil. Sur Outlook, vous pouvez aussi envoyer un mail à quelqu'un qui contiendra une Adaptive Card. Pareil, sur Outlook, vous pouvez pousser de l'information pour notifier quelqu'un et vous pouvez même pousser de l'information qui va demander d'interagir avec cette Adaptive Card. Donc la personne va pouvoir répondre et vous allez récupérer la réponse à travers ce mail. Ça, c'est aussi intéressant. Par rapport à ça, j'ai fait une présentation au Team Nation sur les approbations. Je trouve que cette partie-là, en tout cas les Adaptive Cards, ça permet d'aller plus loin que les approbations. Ça rappelle un peu les approbations, mais pour moi, ça permet d'aller plus loin parce que les approbations, on fait juste un choix, oui, non, on répond, tandis que là, on peut dire donne-moi du texte, donne-moi une date, donne-moi. Voilà, on peut aller plus loin et sur la mise en forme, on peut la travailler aussi, tandis que sur les approbations, c'est plutôt limité. Au niveau de la conception, je vous ai montré comment ça marchait, mais je ne vous ai pas expliqué comment ça se mettait en place à l'intérieur de Power Automate. Dans Power Automate, comment est-ce qu'on fait? Les données que j'ai prises donc dans le champ de données ici, je les mets à l'intérieur de mon JSON. Si jamais au départ on récupère les données d'une liste SharePoint, pas de souci. Ici,
on a par exemple lorsqu'un élément est créé, et puis on va venir remplacer chacune des valeurs fixes par une valeur dynamique qu'on récupère dans la liste de SharePoint. Donc ça, c'est la partie données. Et comment on va envoyer les données dans notre Adaptive Card? Et bien pour ça, on va copier le résultat de l'Adaptive Card qu'on a eu tout à l'heure et on va le coller à l'intérieur du message. Et derrière, on va être obligé par contre de faire le mapping manuellement. Donc le mapping, c'est entre la valeur qui est là et ce qui est rempli à l'intérieur. J'ai un exemple juste après en GIF. En tout cas, regardez ici, c'est les valeurs que j'ai renseignées avec le petit schéma JSON que j'ai renseigné à l'intérieur de Power Automate. Et en dessous, on retrouve la carte adaptative où j'ai fait le mapping. Donc, sur chacune des propriétés, ici j'ai renseigné l'image, ici le nom de l'équipe, ici la date du match, ici les points, le point de l'équipe intérieure, les points de l'équipe extérieure, ici l'image de l'équipe extérieure et le nom de l'équipe extérieure. Donc ça, j'ai dû le faire manuellement, malheureusement. Mais je vais vous montrer juste après qu'il arrive, en tout cas, il y a des nouveautés qui arrivent et ça ne sera plus nécessaire de faire le mapping manuellement. En tout cas, de les placer, ça sera plus simple. Mais voilà comment ça fonctionne. Donc, on peut mettre en place une Adaptive Card assez simplement et facilement. Le résultat, tout simplement, ça pousse notre carte adaptative dans... Ici, j'ai choisi de pousser en tant que flowbot, vous voyez, ça met flow dans le canal général de mon équipe liste et adaptative, carte JSON. Voilà. Donc, on retrouve le résultat de notre match ici. Donc, ça, c'est une option. C'est pousser, notifier de l'information. Mais sachez qu'il y a une autre chose qui est possible, c'est publier et attendre une réponse. Vous pouvez publier une carte adaptative, pareil, soit dans un message, soit sur un channel, sur un canal, pardon, et attendre une réponse d'un utilisateur, comme vous le faites avec une approbation. Donc dans ce cas-là, Baptiste tout à l'heure a présenté la liste des événements. Et moi, ce que je voulais faire, c'est qu'une fois qu'un événement a été créé, ça envoie, on va dire, une notification au référent. Le référent, c'est Alex Weber. Et lui va choisir si la réunion elle est en présentiel ou en distanciel. Donc vous voyez que quand je clique sur présentiel ou distanciel, je n'ai pas les mêmes inputs. Il n'est pas possible de remplir les mêmes inputs. Au niveau de Power Automate, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, vous allez récupérer automatiquement les réponses. Ça signifie qu'ici, je récupère, regardez, quand je clique sur présentiel, je vais peut-être cliquer juste après, voilà, j'ai deux questions. Là, c'est le nombre de personnes et le lieu. On retrouve le lieu ici et la capacité en dessous. Quand je clique sur distanciel, je peux renseigner le compte et le code. Le type, lui, présentiel ou distanciel, il est envoyé dans l'onglet type. Donc ça, il n'y a pas besoin de le mapper. Automatiquement, en fait, dans les Adaptive Cards, il repère tous les inputs qui sont renseignés et il envoie la réponse de tous les inputs. Donc tous les inputs, vous les retrouverez ici. Pas besoin de préciser quelles données vous allez renseigner. C'est ce que j'ai précisé ici. Les données sont récupérées automatiquement. Il y aura autant de données qu'il y a de champs input, plus celles qui sont renseignées ici, à quelle heure il a répondu, l'email de la personne qui a répondu, le nom de la personne, etc. Donc tout ça, c'est les champs, on va dire standards, plus les champs personnalisables que j'ai mis dans mon Adaptive Card. Et le type de données aussi, il est récupéré automatiquement. Si c'est un lieu, on voit que c'est un type string. Et si c'est des capacités, on voit qu'ici, c'est un entier. Donc automatiquement, j'envoie le bon type. Ça, c'est pratique parce que derrière, si je renseigne une liste SharePoint, pas besoin de manipuler les types que je récupère. La nouvelle méthode, qu'est-ce que c'est? Si vous allez dans Power Automate et que vous activez les fonctionnalités expérimentales. Alors, par rapport à ça, quand vous les activez, il y a de tout. Il y a des choses qui sont bien, des choses peut-être qui fonctionnent moins bien pour le moment. En tout cas, des fois, j'essaye de les tester. Et donc, si vous les activez, ce qui est vraiment bien avec les Adaptive Cards, donc plus besoin de mettre son code en copier-coller, vous cliquez sur Créer la carte adaptative ici, et vous êtes directement renvoyé sur l'éditeur d'Adaptive Card. Donc, c'est assez pratique de les mettre en place, vous cliquez là-dessus, et vous êtes directement sur la partie finalement qu'on a fait ensemble pour créer son Adaptive Card. Et le mapping, plus besoin de faire le mapping manuellement, le mapping il va se faire grâce à ça. Ici, vous mettez le nom de la propriété et sa valeur. Et automatiquement, ça va venir, on va dire, se mapper avec le rendu de votre Adaptive Card. En plus de ça, vous pouvez choisir le message qui est mis à jour, et si ça doit se mettre à jour ou non. Donc, quand la personne répond à la carte adaptative, est-ce que j'ai un nouveau message qui s'affiche?
Alors, cette nouvelle méthode, malheureusement, elle est disponible actuellement que pour les fonctionnalités expérimentales et que pour les blocs où il y a écrit attendre une réponse. Voilà, donc pour les blocs où on pousse une notification sans attendre une réponse, on n'a pas cette possibilité, en tout cas, il n'y a pas cette nouvelle mise en avant des informations. Voilà, je vais tout de suite passer à la démo. Pour la démonstration, je vais peut-être passer à un cas pratique. L'objectif, ça va être de créer une page, une actualité dans SharePoint, et que cette actualité, elle se retrouve directement dans notre canal Teams. J'ai eu le cas du coup pour un client, et je voulais vous faire un cas un peu plus, on va dire, avancé que pousser juste le résultat d'une équipe de foot, parce que là, vous avez vu déjà comment ça fonctionnait. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va aller sur son site SharePoint, on va cliquer sur créer une nouvelle actualité. Hop, je vais mettre, allez, je vais partir d'une actualité vide. J'ai une actualité ici. Description. Hop, je vais juste taper un mot. Description de mon actu. Et puis ici, je vais rajouter une image. Alors, on est sur un tenant où il y a pas mal de web parts. J'ajoute une image. Je vais prendre une image au hasard. Peu importe, on s'en fiche. Je vais prendre une image, allez, celle-ci. Voilà, donc là, j'ai créé mon actualité SharePoint. Hop, je vais juste regarder dans les détails de la page. Voilà, j'ai ma miniature. La description, je ne vais pas en mettre. Et ici, moi, j'ai même rajouté une propriété pour permettre de choisir sur quel canal je vais publier mon actualité. Donc, je dois la renseigner. J'ai cliqué sur Général et je vais publier mon actualité. Hop, voilà, je viens de publier mon actualité. Et maintenant, on va attendre un petit peu. Et mon actualité devrait apparaître ici. Alors, comment elle va apparaître? Elle va apparaître sous ce format-là. Directement, on aura le nom de l'actualité, l'image. Voilà, elle vient d'apparaître tout de suite. Hop, j'ai le nom de mon actualité, l'image et la description de mon actualité. Et je peux même accéder à l'actualité. J'ai un petit bouton pour y accéder si je le souhaite. Hop. Donc, comment ça fonctionne? Je vais vous montrer tout de suite. Créer un article, voilà. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé quand une actualité était créée. Ensuite, j'ai fait une requête sur SharePoint pour avoir la bonne image, la bonne description, etc. Ça, je le passe. C'est plutôt technique. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'adaptive card. Ici, eh ben, tout simplement, j'ai pris mon adaptive card et j'ai renseigné les valeurs qui m'intéressaient. Donc ici, l'image, le texte, la description, l'auteur, le nom de l'auteur et quand ça a été publié. Et voire même le lien vers la page. Et ça, je le pousse dans le bon canal. Donc vous voyez, ça c'est intéressant. Je trouve que c'est un cas pratique qui parle, en tout cas j'espère qu'il parle à tout le monde si vous utilisez souvent SharePoint, mais une nouvelle actualité égale une nouvelle adaptive card sur le bon canal ou sur la bonne équipe même. On pourra aller plus loin. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas que je voulais vous présenter, c'était comment interagir avec un utilisateur. Pour ça, j'ai fait une carte de demande ici. Hop. Cette carte, en fait, c'est lorsqu'un élément est créé, on va envoyer une adaptive card et quand il y aura une réponse, en fonction de la réponse, je vais mettre à jour un élément SharePoint. Donc, je vais tout de suite sur ma liste qui est là. Donc, c'est la liste qu'on vous a présentée tout à l'heure. C'est itinéraire de l'événement. Donc là, je vais mettre type de session, conférence, description, intervenant, date de début, hop, on s'en fiche. Je valide et j'enregistre mon élément. Donc là, j'ai enregistré un élément. Moi, j'ai mis un Power Automate qui va surveiller ça. Et dès qu'il détecte qu'il y a un nouvel élément, il va envoyer une adaptive card. Je ne sais plus s'il l'envoie sur le canal général ou je pense. On va attendre un petit peu. Mais en tout cas, il y a une nouvelle demande. Donc, cette nouvelle demande, j'aimerais avoir des informations. Hop. On va vérifier que ça s'est bien exécuté ici. Mais normalement, il n'y a pas de souci.
peut-être le temps qu'il se lance. Voilà, il vient de démarrer. On attend un petit peu. Et côté... Voilà, ça vient d'apparaître. On voit que mon adaptive card vient d'apparaître. Donc, il y a eu un nouvel événement. Et moi, imaginons que finalement, il faut que ça soit qu'on réponde que quelqu'un réponde et qu'il dise si c'est en présentiel ou distanciel et donne plus d'informations. Donc là, vous pouvez cliquer sur présentiel ou distanciel et compléter les informations. Si c'est en présentiel, ici, vous allez pouvoir mettre, je ne sais pas, 5 et le lieu, mettre Paris. Je clique sur OK, et là, l'objectif, c'est que ça mette à jour l'élément de Malicious SharePoint. Alors, l'Adaptive Card, j'ai choisi de le publier encore sur un canal, mais j'aurais pu très bien le publier dans une conversation. Hein. Donc, je mets 5 et Paris. Donc là, hop, vous voyez que ça s'est mis à jour. Merci de votre réponse. Ça indique même qui a répondu sur un canal, parce que sur un canal, imaginons, là, j'aurais pu répondre, mais Baptiste aurait pu répondre. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, normalement, voilà, la capacité, elle s'est mise à jour et le lieu aussi. Donc, je suis capable, comme ça, d'interroger et de compléter certaines informations. Je trouve ça assez intéressant. Du coup, j'ai plus trop de temps. Je vais quand même vous expliquer la suite. Sachez que les Adaptive Cards, c'est utilisable aussi sur Outlook. Ça fonctionne de la même façon. Donc, voilà, au-dessus, j'ai le JSON et en dessous, j'ai l'email qu'il faut générer. Donc, je génère le mail de la même façon. Et ensuite, quel est le résultat? Dans mes mails, voici ce que je reçois. Je reçois un email avec, ici, c'est le match de foot. Alors, attention, quand vous mettez l'Adaptive Card dans un mail, passez bien en mode HTML et vous mettez une balise script type application/Adaptive Card. Et au milieu, vous mettez votre Adaptive Card. Regardez, si je reviens sur la slide précédente, là, c'est le contenu, mais il faut vraiment bien mettre ces balises, ici, ces balises de script, au départ et à la fin, pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Hein. Dans le « Envoyer un email », pensez bien à mettre ces balises-là. Voilà, elle est ici. Hop. Donc ça, c'est pour mettre de l'information. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est envoyer et recevoir de l'information. Alors, pour envoyer de l'information, il faudra mettre un petit bouton « Commit » qui pousse en fait votre réponse vers un autre flow. Un autre flow, et ce flow-là, il reçoit la réponse et il fait le traitement. Hop, du coup, je passe à ma dernière démo très rapidement. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une question par email. Je l'exécute. Voilà, là, je devrais avoir eu un mail sur Outlook. Hop, je viens tout juste de le recevoir. Voilà, il n'y a même pas une minute. Ce mail s'appelle « Donnez-nous votre avis ». Il contient « Quel est votre avis ?» Ok, c'est cool. Je valide. Et là, qu'est-ce qui va se passer? L'action s'est terminée correctement. Ce qui est dommage par rapport aux approbations, je trouve que ça ne se met pas à jour. Après, on peut très bien envoyer une réponse en HTTP pour qu'il y ait un message ici qui soit précisé. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais sachez que c'est possible. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, au niveau du coup de Power Automate, il faut juste que je retrouve un onglet Power Automate. Eh bien, j'ai reçu la réponse. Normalement, dans ce flow-là, donc là, je ne le reçois pas dans le même flow, je n'ai pas un démarrer à attendre dans les mails. Vous voyez, il y a 32 secondes, vous voyez, j'ai bien reçu la réponse. Qui dit l'avis, c'est cool, et voilà. Après, je trouve que c'est moins sécurisé parce qu'on ne sait pas qui a envoyé la réponse, etc. Chacun pourrait envoyer une réponse comme ça. Vous pouvez aller plus loin, il y a des articles sur Internet qui expliquent comment un peu plus sécuriser ce que vous envoyez, comment les recevoir, etc. Mais là, c'était plutôt pour montrer que c'était possible. Et je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation vraiment très rapide sur les Adaptive Cards. Et donc maintenant, on va passer à la conclusion sur un petit mot de fin. En tout cas, ça va être plutôt sur le JSON. Moi, je trouve que c'est bien à mettre en place. Ça se démocratise, on l'utilise de plus en plus. Et honnêtement, il y a de plus en plus de fonctionnalités et Microsoft le met en avant. Donc, je trouve que ça devient important, en tout cas, de maîtriser ce langage pour permettre des choses comme on vous a présenté aujourd'hui. Pas de problème, hein, pour le déplacement, on est en fin de session, donc je veux dire, on peut déborder. S'il y a des participants qui veulent intervenir et échanger, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'était très dense, hein, merci.
et ben, on écoute les conclusions et n'hésitez pas pour les échanges alors. Alors Merci. juste aussi un peu pour rappeler aussi le but de la présentation, en fait, c'était de montrer qu'au-delà on a une partie qui est intéressante, qui est la présentation, retravailler un petit peu les listes classiques ou les Microsoft Lists qui sont pas forcément super sexy et que maintenant il y a de plus en plus de possibilités simples. Enfin, simple, il faut un petit peu mettre le nez dans le JSON, mais il n'y a pas besoin de faire de déploiement de solutions ou de travailler au niveau de Power Apps. Il y a déjà pas mal de petites choses qui sont possibles d'améliorer en termes de visuel, en termes d'UX, en termes de lisibilité si on retravaille la présentation des listes. Et puis, au-delà de ça, la deuxième partie de la présentation aussi, c'était un peu pour la partie notification, un peu, on va dire, engagement aussi. C'est comment, et Franck l'a montré avec la partie actualité, c'est que voilà, on utilise de plus en plus les outils conversationnels, notamment Teams, on va avoir des équipes, des channels, on a toujours nos mails, et du coup, c'est sympa d'avoir la possibilité, via les Adaptive Cards, de mettre en place rapidement des notifications avec quelques informations qui vont rapidement être lisibles par par les bonnes personnes, et puis sur lesquelles on va pouvoir éventuellement aussi avoir des retours ou des actions qui vont pouvoir être faites. Donc voilà, c'est un petit peu le but de la présentation, et on trouve que c'est de plus en plus facile de mettre ça rapidement en place sans avoir besoin de connaissances et d'outils de développement. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses à remonter, n'hésitez pas. En tout cas, on est disponible pour ça. Donc, pour l'instant, hein, je vois rien sur le chat, mais vous pouvez ouvrir les micros et échanger de vive voix, il n'y a pas de souci. En tout cas, bon, personne ne veut prendre la parole. Donc, je vais mettre fin à la présentation, si ça vous va, Baptiste et Franck. Très bien. Et puis, je vais dire à tout le monde qu'ils peuvent nous rejoindre au café. Je pense qu'il y a des afters là au café avec des petites sessions d'échange aussi qui auront lieu, donc n'hésitez pas à y aller. Et encore merci, Baptiste et Franck, pour cette session vraiment très dense et très intéressante. Ben, merci à tous. Merci à tous.